Merci. En réponse à l'interpellation de Mme Warnock, je voudrais dire qu'au niveau communal, en principe, c'est le service urbanisme environnement qui gère les plaintes relatives aux nuisances sonores. Ce service est en charge des installations classées soumises à permis d'environnement. En ce qui concerne maintenant la procédure, lors d'une réception de plainte, nous adressons un formulaire spécifique à Bruxelles Environnement afin que les nuisances puissent être objectivées par des mesures scientifiques. La commune ne dispose pas d'appareils de mesure et la mise en place de celle-ci est très contraignante. Il existe au sein de Bruxelles Environnement un service tout spécialement prévu. Depuis 2012, 17 plaintes ont été traitées de cette manière. Il s'agit essentiellement de plaintes sur des installations techniques, telles que des appareils de ventilation ou encore de refroidissement. Il existait aussi une plainte sur une salle qui était située du côté de la rue Royale. Des plaintes aussi nombreuses sur des chantiers qui travaillent en dehors des heures, qui arrivent aussi couramment. Nous avons aussi eu une longue saga sur des champs de coques intempestifs. Cela arrive aussi. Cela participe aussi parfois des problèmes de nuisance sonore. Alors, ce qui est aussi une réalité, c'est que nous avons aussi eu une plainte de riverains par rapport à des jeux qui sont, je dirais, qui produisent des nuisances, un certain nombre de bruits de la part des enfants qui jouent au ballon. Alors, l'IBGE a exigé, par exemple, la mise en place d'un certain nombre de dispositifs de la part de la commune. C'est ainsi qu'au lieu d'interdire le jeu, ce que nous avons fait, c'est installer, avec notre échevin des sports, des engins de fitness pour éviter que les enfants atteignent le mur qui dérangeait les riverains. Mais maintenant, je sais que du côté d'Uccle, Bruxelles Environnement a traité une plainte sur une cour de récréation. Alors, voilà, il y a des débats, évidemment. Ce n'est jamais des choses qui sont simples à trancher, mais ce qui est sûr, c'est que les plaintes sont traitées. Les plaintes de bruit qui passent par le service urbanisme de la commune sont traitées de différentes manières. Plaintes liées aux installations classées, le dossier est introduit à Bruxelles Environnement. Plaintes au niveau des chantiers, c'est directement la commune qui prend des mesures, retrait des dérogations, interpellation des conducteurs de chantier, mise en demeure. Alors, les plaintes pour l'utilisation de certaines intérieurs d'îlots par des cafés comme terrasses au beau jour, c'est les PV qui sont alors dressés par le service d'urbanisme et alors, je dirais, la plainte est traitée directement par la commune. Les plaintes contre cris d'animaux, recherche des fautifs et demande de déplacement de ceux-ci. L'année dernière, 10 coques appartenant à 3 propriétaires différents ont été déménagés suite à des plaintes des voisins. Et donc, ça arrive très fréquemment. En ce qui concerne maintenant les salles de fête, vous avez parlé d'une enseigne, il y en a d'autres. Celles-ci sont soumises à la nouvelle législation et les permis d'environnement prévoient des normes strictes à respecter par ce type d'établissement. Ce ne sont généralement pas les bruits de l'exploitation de la salle de fête. Ce n'est pas que ça, ça arrive aussi, mais c'est souvent ce qui se passe autour. C'est l'entrée et la sortie de la salle qui pose aussi des problèmes. C'est le comportement des usagers de la salle qui pose des problèmes. Il s'agit là, dans ce cas de figure, davantage d'un problème qui relève de la compétence de police. En effet, les plaintes relatives au tapage nocturne sont faites auprès de la police qui dresse procès-verbal des nuisances. D'ailleurs, récemment, l'arrêté du bourgmestre a été pris contre un établissement de débit de boissons pour des nuisances sonores constatées par la police. En ce qui concerne les brochures dont vous avez parlé, mises à disposition par Bruxelles Environnement, elles sont disponibles au guichet du service urbanisme de la commune ainsi qu'auprès du service de l'éco-conseillère. Je vais demander que ça soit aussi mis sur le site de la commune. Ce n'était pas le cas. Vous avez bien raison, l'information ne doit pas s'arrêter à l'écrit. Nous devons aussi pouvoir être présents sur le site Internet. Pour ce qui est du bruit routier, c'est une problématique qui concerne plutôt le service mobilité et évidemment la police. Le code de la route interdit l'utilisation abusive de l'avertisseur sonore. Et en cas de flagrant délit, dans les procès-verbaux sont rédigés, pardonnez-moi, à charge des contrevenants. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une problématique qui n'est pas simple, que l'on peut qualifier de compliquée à appréhender et à sanctionner, car le bruit reste une notion très subjective. Et comme il ne dure qu'un bref moment, il n'est souvent pas possible de faire des constats. En ce qui concerne maintenant l'isolation acoustique dans les maisons, vous avez aussi abordé cette question, les mesures devraient être prévues
dès la construction du bâtiment, car il est très difficile d'insonoriser par après, sauf à faire ce que les spécialistes appellent une boîte dans une boîte. C'est très compliqué. Il faut complètement désolidariser des structures pour qu'il y ait fait un effet sensible sur le bruit. Il existe deux types de bruits qui nécessitent un développement. D'une part, les bruits solidiens. J'avoue que c'était un terme qui est très avoué. Solidien, vous m'avez bien entendu. Alors, les bruits solidiens, ils comprennent les bruits d'impact. Bruit de pas, déplacement de meubles, chute d'objets, quelqu'un qui marche à l'étage, quelqu'un qu'on entend à côté, c'est des bruits solidiens. Les bruits d'équipement collectifs, l'ascenseur, la chaufferie ou individuelle, la chasse d'eau, la robinetterie. Ces bruits d'impact ou ces bruits solidiens ou encore les bruits de choc sont transmis par mise en vibration de la structure et des parois du bâtiment et par les parois latérales. Ils sont transmis par mise en vibration de la structure et des parois du bâtiment et par les parois latérales. Quand cela est possible, il est indispensable pour être efficace en matière d'isolation des planchers au bruit d'impact de traiter le bruit à la source. C'est compliqué. Vous voyez la difficulté. Si votre voisine du dessus fait du bruit avec ses talons, il sera nécessaire d'isoler par le dessus et les discussions se compliquent très vite car vient le moment des travaux et du paiement de la facture. Et lorsque vous avez un beau parquet, il sera nécessaire de le faire démonter au risque de le casser et de devoir en refaire à nouveau. Et puis il y a les bruits dits aériens. Une source sonore transmet le son en faisant vibrer l'air. Lorsque ces vibrations atteignent notre tympan, nous le percevons comme du son. Les exemples du bruit aérien sont la voix humaine. On parlait tout à l'heure de la cour de récréation qui, en bas, fait beaucoup plus de bruit que si elle était en hauteur. C'est intéressant. Moi, je ne le savais pas à titre personnel. On apprend tous les jours. Alors, il y a aussi les bruits aériens qui proviennent des télévisions, du Wi-Fi, des instruments de musique. Ces bruits aériens peuvent se propager de l'extérieur à l'intérieur, entre deux espaces dans le même bâtiment ou dans deux bâtiments attenants, mais aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Pour se protéger de tous ces bruits aériens intérieurs, il sera nécessaire de renforcer l'isolation des murs intérieurs. Une parapluie simple peut déjà faire l'affaire, à compléter éventuellement par des panneaux isolants en laine isolante d'origine végétale. Dans tous les cas, il est essentiel de privilégier des matériaux lourds qui isolent mieux du bruit et de soigner les finitions pour garantir une parfaite étanchéité. Ces nouvelles cloisons et le doublage doivent toujours être désolidarisés des parois existantes pour éviter de créer un pont phonique qui propagerait le son. Alors, vous l'aurez perçu, l'isolation des bâtiments est assez malaisée et incertaine à traiter une fois la construction achevée. Or, l'essentiel du bâti dans la commune est souvent très ancien. L'isolation acoustique n'est pas prise en compte à l'époque de leur construction. L'essentiel des demandes à Saint-Josse concerne davantage des travaux de rénovation en lien avec les châssis, la réfection de la toiture et l'isolation thermique de la toiture. Nous n'avons pas de demande pour des isolations acoustiques. Probablement que le travail qui est mené par la région avec les communes vont apporter cette attention. Et donc, des travaux devront aussi être évidemment pris en charge par la région et par la commune. Mais on me signale au niveau des services que ces travaux sont assez coûteux pour des faibles résultats parce qu'à chaque fois, quand on intervient dans un bien qui est déjà construit, qui a été construit à une autre époque, c'est toujours beaucoup plus cher que d'intervenir dans un bien que l'on construit. Enfin, pour conclure, sachez qu'actuellement, le plan bruit est à l'enquête. C'était une de vos questions. C'est toujours le même service urbanisme qui gère le dossier et se rendra à Bruit Localisme le 29 novembre pour la réunion d'information entre la commune qui explique comment passer de l'échelle locale à l'échelle régionale. Et donc, nous comptons évidemment beaucoup sur cette réunion pour avoir des informations pour aller de l'avant. Sur la question additionnelle de l'intéressé, M. Bazin, qui nous a quittés, par rapport à l'enseigne, la discothèque qui se trouve du côté de la chaussée Gouma, c'est sûr qu'il y a eu des remarques et des réactions ensuite à leur communication. Nous avons déjà fait un travail au niveau des règles en la matière, notamment du permis d'environnement qui a été délivré. Et avant toute ouverture, je tiens à dire que je rencontrais personnellement les gestionnaire pour rappeler les règles, je dirais, de bonne gestion d'un établissement. Le permis d'environnement, je rappelle que le permis a déjà été délivré, donc ce n'est pas un permis qui est en cours, le permis a déjà été délivré. Et le permis, j'en dis encore un mot, est très restrictif.
Donc le permis ne permet pas l'ouverture au quotidien jusqu'au petit matin. Donc le permis avait déjà été réfléchi, une enquête publique avait été organisée, les habitants avaient pu donner leur avis. Et donc il y a déjà au niveau du permis des contraintes. Et puis le pouvoir de police évidemment du bourgmestre. Vous savez que l'an passé, pour cet établissement, j'ai déjà pris des arrêtés de police pour restreindre, je dirais, un certain nombre de problèmes qui se posaient. Voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Merci pour votre attention. Madame Warnotte, vous reprenez la parole pour votre réaction. Merci, Monsieur le Bourgmestre, pour cet exposé édifiant sur les nuisances sonores. Vous allez bien, Monsieur Jassar? Je m'inquiète pour votre santé. Donc, c'est une question qui est extrêmement importante eu égard à l'impact qu'elle a sur la santé des gens. Je ne l'ai pas mentionné dans mon interpellation, mais elle se trouve écrite. Les effets néfastes sont l'irritation, les troubles du sommeil, les interférences au niveau de la communication et le fait que les nuisances sonores peuvent mener à un trouble de l'attention et en définitive à des accidents. Donc, quand on cumule tout ça et quand on voit les chiffres à Saint-Josse et les niveaux de bruit auxquels la population de Saint-Josse sont exposés en permanence, et c'est ça la problématique de Saint-Josse, c'est en permanence, il y a de quoi vraiment s'inquiéter pour le bien-être de la population. Et donc cette question n'est pas qu'une question technique, c'est une question vraiment de vivre ensemble et d'une part, et de qualité de vie d'autre part. Donc c'est une question extrêmement importante. Alors on peut rigoler en essayant de prononcer les termes compliqués du bruit. Il n'empêche que si des solutions existent, à mon sens, le rôle des communes, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent mettre ces solutions en place. L'isolation acoustique est déjà subsidiée par la région, elle n'est pas subsidiée par la commune. Et donc, est-ce que la commune, c'était une de mes questions, entend mettre en œuvre des primes pour pouvoir aboutir à l'isolation acoustique des bâtiments? On sait que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Donc, est-ce qu'on pourrait promouvoir ça? Parce qu'il y va de la qualité de vie aussi des habitants. On ne parle pas d'esthétique ici, on parle vraiment de qualité de vie. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant l'enquête qui est menée par Bruxelles, donc ça n'apparaît pas du tout sur le site de la commune. Il n'y a pas de séance d'information qui a été faite. Or, c'est très important pour les citoyens de pouvoir donner leur avis et de pouvoir trouver aussi les informations, donc pas uniquement en allant sur le site de la région. Et donc, je suggère que le lien vers le plan Quiet Brussels et vers l'étude qui est menée soit sur le site de la commune et qu'une séance d'information soit organisée. Non, vous avez dit que vous avez mis la brochure, que vous allez demander que la brochure soit mise en ligne, mais sur Quiet Brussels, je n'ai pas... Non, j'ai dit qu'on allait faire la commune. Je vais repréciser mon propos. Oui. L'initiative régionale va être prise sur le site communal pour permettre aux habitants de pouvoir réagir. Que les choses soient dites encore une fois pour être certaines. Merveilleux, monsieur le bourgmestre. Merci. Concernant les bruits qui sont créés par le son qui monte, je prends bonne note. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, notamment ici même, concernant le parc de la rue Potagère et la réverbération sur les murs, parce que les riverains s'étaient inquiétés de ça. Et donc, la question avait été posée justement de la prise en compte acoustique de ces bruits qui pouvaient monter vers les maisons voisines. Et enfin, concernant la zone de police, est-ce qu'on pourrait envisager que via éventuellement le conseil de police, on demande qu'une attention particulière soit portée, pas uniquement au klaxon que vous avez mentionné, mais à tout ce qui est pots d'échappement trafiqués ou autres, parce qu'en réalité, ça fait beaucoup de bruit, et surtout, ça fait ce bruit-là la nuit. Donc, c'est-à-dire pendant que les gens dorment, et en particulier les enfants, qui ont alors un sommeil perturbé, ce qui a vraiment de grosses répercussions aussi sur leur capacité d'apprentissage. Merci. Oui, mais évidemment, par rapport à la pollution, les quads ont été aussi interdits sur le territoire. Il y a des mesures spécifiques qui sont prises. C'est vrai dans le cadre du plan sécurité routière, mais qui prend aussi ce type d'éléments. Donc peut-être pas suffisamment. Peut-être qu'il faudrait créer une action spécifique qui prend aussi la lutte contre les nuisances sonores au niveau de la zone de police. Je vais en parler dès que l'occasion va se présenter. Merci et je reviendrai vers vous pour le suite. Merci beaucoup. L'incident est clos. Madame Ilonga, vous avez la parole pour l'interpellation concernant l'organisation de l'épandage, notamment. Merci, monsieur le ministre. Alors, la période hivernale approche et avec elle son lot de désagréments dus notamment aux précipitations de neige. Si cela fait le bonheur de nos plus jeunes, circuler sur nos voiries et nos trottoirs peuvent vite se transformer en patinoires géantes.
d'autant plus que notre commune compte de nombreuses et longues pentes qui rendent dangereuse toute circulation en cas de présence de verglas. Alors, en ce qui concerne les trottoirs, on le sait, les habitants ont l'obligation de déneiger devant leur habitation. Il n'en demeure pas moins que les autorités publiques doivent également montrer l'exemple en déneigeant les voiries publiques, notamment au bord des écoles, des crèches et de l'administration communale. Alors, mes questions sont les suivantes. Pouvez-vous me dire quelles sont les recommandations, les précautions et les instructions données au personnel communal durant ces périodes de neige? Quelles dispositions préventives ont été prises pour se préparer au mieux aux premières précipitations hivernales? Existe-t-il une convention entre la commune et des sous-traitants pour parer au mieux aux aléas de notre météo? L'approvisionnement en sel a-t-il déjà été réalisé? Et pour terminer, d'autres mesures spécifiques sont-elles prises à côté des mesures citées précédemment? D'avance, je vous remercie. Je vais vous répondre parce que je viens de la propriété, je suis aussi en charge du déneigement. Donc, afin de préparer au mieux l'arrivée des premières précipitations hivernales, la commune a adhéré à la centrale d'achat relative au marché de fourniture de fondants chimiques pour la région de Bruxelles-Capitale, passée par la direction régie des routes de Bruxelles Mobilité au service public régional. Voici la description des fournitures proposées. Le chlorure de sodium, je ne suis pas chimiste, donc ne me demandez pas de quoi il s'agit. Alors, le chlorure de sodium est efficace jusqu'à moins 10 degrés. Le chlorure de calcium, efficace jusqu'à moins 30 degrés. L'acétate de potassium est utilisé parfois en remplacement des précédents car moins toxique. La fourniture de sel, pour la fourniture de sel, nous nous tournons en moyenne avec plus ou moins 12 tonnes par an. Plus ou moins 10 tonnes en big-bag et plus ou moins 2 tonnes en sac de 25 kg. C'est plus pratique pour les livrer dans les immeubles publics. Nous fournissons également les écoles, donc la commune fournit du sel aux écoles, les crèches, les autres bâtiments de l'administration, mais ce sont des sacs de 25 kg. Concernant l'appel à un sous-traitant, je vous confirme que la commune a un marché public avec un tiers pour les prestations de nuit, les week-ends et les jours fériés. Si la nuit nous nous trouvons devant une avalanche de neige, enfin, pas une avalanche, c'est possible, des chutes de neige importantes, il y a une société qui intervient dans l'heure. Il y a des neiges de... Ceci dit, nous avons aussi un véhicule qui nous permet le lendemain, la journée, de passer aussi. Nous faisons également appel à lui en la journée. Donc, nos équipes disposent de leur propre matériel, notamment des petites épandeuses manuelles et un camion avec une épandeuse. Bruxelles Mobilité et la STIB interviennent pour leur réseau. Chaque année, il est rappelé aux habitants au moyen d'un toute boîte qu'ils restent responsables du déneigement de leur trottoir. Si quelqu'un glisse sur un trottoir, c'est bien le propriétaire ou la personne qui habite au rez-de-chaussée qui en est le responsable. J'espère avoir suffisamment apporté de réponses à votre question. Merci. Voilà, donc il n'y a pas de problème de stock. Ça aussi, c'est important de le dire. Nous devrions pouvoir répondre. Monsieur Disney, pour votre interpellation sur le curage des avaloirs. Vous avez la parole. Merci, monsieur le bourgmestre. En fait, la commune de Saint-Just est responsable de la gestion bon fonctionnement des quais et avaloirs d'eau de pluie. Les avaloirs sont destinés à récupérer les eaux de ruissellement et les acheminer vers les égouts. Cependant, lorsqu'ils sont obstrués par des feuilles, d'autres détruits, ils ne reprennent plus ces eaux de pluie et cela provoque des nappes d'eau en surface. Parlez près du micro, monsieur Disney. Tout le monde vous entend bien. Pouvez-vous me dire combien de fois par an les opérations de curage sont planifiées? Quel est le matériel mis à disposition des services pour effectuer ce curage? Pouvez-vous me dire quelles sont les mesures prises pour informer les habitants et détenteurs de véhicules qu'une opération de curage va lieu?
Une intention est-elle portée spécifiquement autour des zones, des chantiers où des entrepreneurs peu consciencieux peuvent verser leurs résidus de ciment dans les égouts et les bouchers? D'avance, je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Alors, les opérations de curage sont planifiées 1 à 2 fois par an en fonction de la nécessité. Un parcours est organisé sur 4-5 semaines qui permet le curage de tous les avaloirs de la commune. La prochaine opération se tiendra début décembre et durera 5 semaines. Dans le point 5 de l'ordre du jour aujourd'hui que nous avons eu dans ce conseil communal, nous avons prévu l'achat d'un véhicule qui s'occupe notamment de ça. Et que non seulement le balayage des rues, mais en même temps, il s'occupe d'aspirer les avaloirs. Donc, comme nous avons encore un véhicule qui fonctionne, mais il tous pour le moment, il est en fin de vie. C'est quand même à vous dire. Le curage est réalisé mécaniquement au moyen d'une balayeuse hydro. Les habitants sont informés via les plaques de stationnement, mais également via la distribution de toute boîte. Lorsqu'il y a des chantiers, les équipes sont davantage vigilantes quant aux déchets susceptibles d'être vidés dans les égouts. Lorsque des entrepreneurs sont pris sur le fait de déverser des déchets sur la voie publique ou les égouts, ces déchets sont considérés comme des déchets de construction. Et comme nous avons voté des taxes sur les dépôts clandestins et les déchets comme ça qui sont jetés en dehors des heures, etc., une taxe de 450 € par mètre cube devrait être appliquée immédiatement. Vous pouvez reprendre le micro, s'il vous plaît. Monsieur Disly, vous avez la parole pour votre réplique. En fait, les 450 €, c'est une amende ou bien Taxe communale. taxe communale? C'est une taxe communale confirmée, je parle. Ça va? Alors, l'interpellation, nous avons une interpellation sur les garderies. Monsieur, vous avez la parole. Est-ce que des entrepreneurs ont déjà été pris sur le fait ces 6 dernières années? Je ne sais pas de mémoire, mais je vérifie, je vous envoie un courrier. Je vous remercie, c'est gentil. Vous pouvez garder le micro, monsieur Moussi, pour votre interpellation sur les garderies. D'abord, monsieur le bourgmestre, vous présidez la séance, et dès lors, lorsque, il y a un mois, j'ai posé cette même question et que l'échevin qui devait me répondre a dit qu'il m'enverrait la réponse et qu'il ne l'a jamais fait, je trouve que c'est malheureux. Je trouve qu'il y a un moment, nous avons un règlement communal, il y a une nouvelle loi communale, il y a un principe. Lorsqu'un conseiller communal pose une question, on lui répond. Si on ne lui répond pas, on lui envoie une réponse écrite en déant le mois. Lorsqu'on en est réduit à devoir reposer la même question, je trouve que c'est un dysfonctionnement. Voilà, je souhaitais le préciser. Il y apportera une réponse. C'est la deuxième fois que je pose la question. J'ose espérer que cette fois-ci, il a eu le temps de la préparer. Donc, toutes les garderies doivent être gratuites à Saint-Josse pour permettre aux parents de mener de front leur vie professionnelle et leur vie familiale. Les écoles mettent en place des garderies le matin, le soir et le mercredi après-midi. Dans une grande ville wallonne, depuis 2016, les garderies de tous les réseaux confondus sont gratuites. S'inspirant de cet exemple, la commune de Saint-Josse a décidé, lors du conseil communal du 23 janvier 2017, d'octroyer la gratuité des garderies pour tous les élèves fréquentant les écoles communales fondamentales francophones, et ce, avec un effet rétroactif au 9 janvier 2017. Selon le bourgmestre, dans certains établissements de la commune, cette économie peut aller pour un enfant fréquentant les garderies le matin, midi et soir, ainsi que le mercredi après-midi, jusqu'à 600 € par an. La proposition a été votée à l'unanimité du Conseil. Sur le territoire de la commune de Saint-Josse, il existe plusieurs écoles fondamentales du réseau libre. J'ai été interpellé par des parents qui ont signalé qu'ils ne bénéficiaient pas de la gratuité. Pourtant, le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux prévoit que dès qu'un avantage est octroyé par la commune à ses établissements scolaires, elle doit également l'accorder aux écoles libres situées sur son territoire. Une liste est établie par le décret des avantages sociaux, parmi lesquels figure l'organisation de l'accueil des enfants, quelle qu'en soit la forme, 1 heure avant le début et 1 heure après la fin des cours.
la garderie du repas du midi, dont la durée est comprise entre une demi-heure et 1 heure, est également reprise sur cette liste. L'article 4 du décret prévoit les communes qui octroient des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent communiquent la liste de ces avantages au gouvernement et au pouvoir organisateur concerné de l'ensemble de l'enseignement libre subventionné par la communauté française de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la décision d'octroi est prise. Pourriez-vous me faire savoir si vous avez communiqué la liste des avantages sociaux aux bénéfices des élèves des écoles communales, au gouvernement et au pouvoir organisateur concerné de l'enseignement libre subventionné par la communauté française de la même catégorie dans le mois qui a suivi la décision? Pourriez-vous me communiquer la liste des avantages sociaux accordés aux écoles communales en dehors de la garderie? Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, pour le collège, M. Boisqueté. Voilà, je vous remercie, Monsieur Moussine, pour cette question qui est une question hautement importante puisque elle a trait à l'égalité finalement de nos enfants et à la capacité à la commune d'assurer cette égalité au-delà de son propre enseignement, au-delà de l'enseignement qu'elle organise. Alors, je vais répondre à l'envers à vos questions. Je vais commencer par la dernière question, mais demander la liste des avantages sociaux qui sont octroyés au sens du décret du 7 juin de 2001. Alors, il y a 2 avantages sociaux qui sont octroyés au jour d'aujourd'hui. C'est l'organisation des garderies, dont la gratuité est une des modalités, j'y reviendrai plus tard, et la distribution d'aliments, ici en particulier donc la distribution de soupe donc sur l'heure du midi. Donc, ce sont des avantages sociaux qui sont octroyés aux enfants des 6 écoles fondamentales de Saint-Josse. Alors, pour ce qui est des aliments, donc de la soupe, contact a été pris entre l'administration et les 3 écoles, les 3 établissements appartenant à des PO de l'enseignement libre pour permettre aux enfants de ces écoles de bénéficier également d'un potage gratuit à 10 heures pendant la période hivernale. Et on espère que d'ici peu, ces enfants vont bénéficier de ce potage. Quant à la gratuité des garderies, là, il s'agit d'une modalité particulière d'organisation des garderies, puisque le décret de 2001 énumère de façon exhaustive les avantages qui doivent être octroyés aux enfants appartenant à la même catégorie d'établissement. Et on parle d'organisation des garderies, mais on ne parle pas de gratuité des garderies. Et en fait, la gratuité est une des modalités d'organisation de ces garderies. Alors, il faut savoir qu'à Saint-Josse, il y a l'organisation des garderies est organisée à travers une convention. C'est une convention annuelle qui est signée donc tous les ans et qui prévoit la mise à disposition de personnel pour ces 3 établissements. On vous communiquera ces conventions, bien évidemment, et ces conventions sont rédigées de telle manière, elles sont rédigées de façon suffisamment large pour que la gratuité puisse y être inclue. Et donc, ce que l'on est en train de faire maintenant, c'est avec les établissements du libre, c'est de modéliser donc, ces conventions et de déterminer quels sont les moyens humains complémentaires qu'on apportera au libre pour qu'ils puissent organiser la gratuité dans leurs établissements. Voilà. Voilà. Pas de réplique, M. Moussine? Ah si, excusez-moi. Vous pouvez donner le micro, s'il vous plaît, à M. Moussine pour la réplique de l'interpellant. Le décret est assez simple. Vous me dites qu'il y a 2 avantages sociaux. C'est la garderie, la distribution de sous. Ce que prévoit le décret, c'est que dans le mois qui suit la décision au conseil communal, on prenne contact avec les écoles du libre. Et donc, ma question, c'était, avez-vous pris contact dans le mois qui a suivi la décision avec les écoles? Est-ce que c'est oui ou non? Et dans le cas contraire, avez-vous pris contact plus tard
Et pourriez-vous me dire sous quelle forme? Parce que des contacts, ça peut être un contact téléphonique. Moi, je souhaiterais savoir si un contact par mail, par fax, par courrier postal, ou autre, du moins écrit, a été fait. Et est-ce que vous pourriez me le communiquer? Parce que je dois vous avouer, j'ai posé la question et au bout du compte, je ne savais plus quelle était la question que j'avais posée. Donc moi, c'est sur les modalités. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. La question a été posée. Oui, l'administration a écrit aux différents établissements. Quand? Je ne sais pas vous dire, mais je peux vous communiquer ces informations. Excusez-moi, monsieur le bourgmestre. Vous voyez, je suis vraiment d'une patience, moi je trouve extraordinaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, vous pouvez poursuivre. J'ai posé la question il y a un mois. Il y a un mois, j'ai posé la question. On ne me répond pas. On me dit qu'on va réunir les informations, qu'on me communiquera la réponse. On ne me la communique pas. Je repose la question aujourd'hui et on me répond, je vais demander les précisions à l'administration. Je trouve que très sérieusement, ça ne va pas. Et donc ma question, c'est quand allez-vous me communiquer les informations? Moi, ce que je souhaiterais donc, de manière très précise, c'est les courriers qui ont été envoyés aux différentes écoles du Libre pour le proposer de bénéficier des mêmes avantages que les écoles communales. Pourriez-vous me communiquer ces documents dans la semaine? Est-ce que c'est possible? Voilà, donc là, Je vous remercie. les documents vont être envoyés à l'interpellant, donc monsieur aussi. Il y a maintenant 2 questions d'actualité, les autres sont tombées parce qu'elles ont été posées dans le cadre des points qui ont été abordés. Monsieur Moussine, vous avez la parole pour la congestion, puis monsieur Frémal, vous avez une question sur Delaine et les problèmes de congestion. Monsieur Moussine. Mais je souhaiterais simplement, et j'aurais pu rebondir sur l'interpellation de Madame Warnock, lorsque vous disiez que les klaxons sont difficiles à constater comme infraction parce qu'elles sont ponctuelles. Je peux vous garantir aujourd'hui, dans certaines rues de notre commune, que ce soit la rue du Méridien, la rue de la Limite, la rue de l'Union, et plein d'autres rues en fait, la rue Berriot, enfin voilà, c'est pas des klaxons ponctuels, c'est permanent. Vous mettez un agent de police entre 17h30 et 19h30, c'est coup de klaxon sans cesse et une pollution mais insupportable. Et donc, j'invite vraiment les forces de l'ordre à se rendre dans ces rues pour faire des constats parce que ça devient vraiment insupportable. Le klaxon est devenu un petit... Je ne sais pas à quoi ça sert parce que les gens klaxonnent. Je suppose que ça ne fait pas avancer les choses. Par contre, je ne sais pas si la commune a mis des moyens supplémentaires pour trouver des solutions. Parce que lorsque vous voyez les raisons de la congestion, c'est souvent des véhicules qui s'engagent à certains carrefours parce qu'ils ont envie de passer. Le carrefour Méridien Union, par exemple, est un lieu qui crée de la congestion mais quasiment dans la moitié de la commune. Nous avions soulevé la fois passée sur les moyens supplémentaires qui étaient mis grâce à la région à un certain nombre de carrefours. Je pense que la commune doit absolument mettre des moyens supplémentaires aux heures de pointe à certains carrefours, parce que sinon, vous avez vu en venant au conseil communal, la file des voitures sur l'avenue de l'Astronomie. Il faut qu'on trouve une solution rapide, parce que je pense qu'effectivement, pour le bien-être des habitants de nombreuses rues de la commune, ça ne peut plus durer. Voilà, d'abord peut-être répondre à votre question. La situation est vraiment insupportable. Alors, les travaux existent et sont aussi du fait de la commune avec la région. Ce sont les travaux de Matou et alentour de Matou. On a terminé ce matin les travaux rue Skelken, qui est totalement réouverte. Et on a attaqué évidemment les travaux du côté du carrefour Berriot vers l'avenue de l'Astronomie. Donc, on va avoir des travaux considérables. Tout d'abord au niveau des impétrants. Les impétrants seront traités tous en même temps. C'est aussi ça qui a permis de contracter la période de travaux, qui fait qu'on avance quand même assez vite dans les travaux dans notre zone. Et puis, il y aura des travaux, évidemment, au niveau des trottoirs et de la voirie. De la même manière, la partie chaussée de Louvain, qui n'avait pas été traitée, va l'être. Donc, il va y avoir aussi des travaux à cet endroit. Et puis, en amont, vous avez les travaux avenue des Arts.
Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire les travaux. Ce que nous avions fait comme choix, comme modèle au niveau des travaux, c'est de faire les travaux au niveau des impétrants sans fermer la voirie, pour permettre l'accès aux bus et aux voitures. Ça nous a bien réussi, parce qu'on a quand même permis aux bus de passer, aux voitures de passer pendant toute la période. Mais vous avez une période, au moment où vous traitez le béton de la rue et que vous devez poser l'asphalte, il faut nécessairement fermer. C'est ainsi qu'on a fermé la rue Quelqu'un de vendredi jusqu'au lundi à 5 h du matin parce qu'il fallait traiter. Et donc, on avance assez bien, je dirais, et c'est grâce évidemment à Bruxelles Mobilité des entreprises et l'accompagnement de nos services, je pense au service signalisation et à la police. La police a été présente pendant les travaux encore ce week-end pour évidemment être le plus près de la situation. Mais vous avez aussi tous les événements qui se trouvent tout autour. Aujourd'hui, et c'est une question d'actualité de M. Frémal, il y a eu évidemment l'intervention des bus de Leyne qui sont venus se mettre rue du Progrès et sur la place Roger, qui est totalement illégale. Et ils ont foutu, si je puis dire, le boxon dans la ville. Puisque du jour au lendemain, sans concertation avec le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, ni avec moi-même, ils ont décidé. J'anticipe peut-être la question d'actualité de M. Frémal, j'en suis vraiment désolé. Voilà, c'était. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Frémal, vous avez la parole. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Je me suis dit, oui, est-ce que je vais encore la faire? Non, mais vous avez répondu à ma question. Je vais terminer. Ah, bah non, d'accord. À mon avis, il pourra rebondir avec mon interpellation. Monsieur Frémal, vous avez la parole. Monsieur le bourgmestre, en me déplaçant ce soir pour venir au conseil, j'ai été frappé par le blocage complet du quartier nord, et ce suite à la décision de la société de Leyne de déplacer l'arrêt terminus de la gare du Nord. En effet, les bus sont stationnés en grand nombre tout le long de la rue du Progrès, entre la gare du Nord et la place Roger. Et ils le sont sur la berge centrale dédiée, au départ donc, à la circulation de ces bus. Et les bus roulants se déplacent, quant à eux, sur la bande destinée aux autres véhicules. Ce qui fait évidemment que le quartier est complètement engorgé. Qu'en est-il donc des dispositions à prendre pour éviter de congestionner tout le centre de Bruxelles? J'en ai parlé avec ma voisine qui habite dans le même quartier. Elle a été obligée de venir en métro alors que d'habitude elle utilise un autre moyen de transport. Et notre collègue vers le Vandenabé n'a même pas pu se rendre au conseil communal. Donc c'est vraiment un problème communal. Merci, monsieur le gouverneur. Mais je dirais qu'il y a d'autres problèmes, évidemment, qui se vivent au même moment dans la ville. Il y a des tunnels qui sont fermés. Donc il n'y a pas que les problèmes intra-territoire de Saint-Josse. Mais par contre, ce qui vient de se passer dans le quartier là-bas, évidemment, a créé le chaos dans cette partie de Bruxelles. C'est-à-dire que De Leyne a décidé tout seul, avec le soutien du gouvernement de la communauté flamande, de venir s'installer sur la place Roger et sur la rue du Progrès. Je trouve ça vraiment déplorable parce que le problème au départ, c'est Franken qui n'accueille pas l'asile et la migration comme il devrait. C'est la police fédérale qui est désinvestie par Yann Bonn qui fait que la sécurité au niveau de la gare du Nord n'est pas assurée. Et au final, au lieu de trouver une solution du côté de l'asile, de la migration, de la sécurité dans la gare, on trouve normal qu'on aille dans un lieu propre, où il n'y a pas de problème de sécurité, où il n'y a aucun problème. Et on crée un problème de mobilité cette fois-là. Et donc c'est inadmissible, évidemment. Donc je m'associe évidemment au ministre-président de la région Bruxelles-Capitale. Il faut absolument, dans le cadre d'un fédéralisme de coopération, qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on pose les vrais termes du problème. Les vrais termes du problème sont du côté du parc Maximilien et de la gare du Nord. En tant que bourgmestre, je porte évidemment une responsabilité, M. Frémal, vous avez raison. Donc à ce stade, j'attends un rapport de la police qui a déjà fait une première communication aujourd'hui vers moi, et j'attends le rapport jeudi de l'impact de cette décision de Leyne d'aller sur la place Roger et sur la rue du Progrès.
et en collaboration évidemment avec le ministre-président et la région bruxelloise, je prendrai les mesures qui s'imposent. S'il faut interdire les bus, en tout cas dans cette configuration, on le fera. La loi permet aux bus de l'aile d'aller s'arrêter dans les arrêts de bus de l'Asti. La loi le permet. Mais la loi ne permet pas d'être des apaches et d'utiliser la place Roger et la rue du Progrès comme un terminus. Ça, la loi ne permet pas. Il est écrit nulle part qu'on peut décider du jour au lendemain, comme ça, d'aller à un endroit et de taper les bus comme ça. Ça n'existe pas. Dans ce pays, ça n'existe pas et ça ne devra pas exister. Donc, nous avons envoyé un signal clair aujourd'hui au niveau de la commune vers l'autorité flamande. J'ose espérer qu'ils se ressaisiront et qu'ils ne nous obligeront pas, avec les services de police, à prendre des mesures. Parce que vraiment, le calvaire qui est vécu actuellement du côté de ce quartier, on l'a entendu. Moi, j'ai vu des images, c'est affolant. On utilise une voirie de communication pour le site propre de la bus pour taper des bus. On dirait qu'on est dans un terminus. Et de l'autre côté, il y a toute la congestion. Alors, sur la congestion de la ville, M. Moussine, je ne veux pas évidemment dire que tout est parfait chez nous, mais on ne sait pas faire les travaux à Madou et autour de Madou sans qu'il y ait des impacts évidemment en matière de mobilité. J'ai expliqué qu'on a choisi une méthode de travail avec la région où on limite la fermeture des voiries. Regardez, on fait des travaux à beaucoup d'endroits sans fermer les voiries. Quand on a fait les impétrants rue quelqu'un, quand on a fait les impétrants dans la partie de la chaussée de Levallois, on n'a pas fermé la voirie. Quand on a fait les trottoirs, on n'a pas fermé la voirie au passage du bus ou de la voiture. On essaye de limiter le nombre de jours de nuisance, mais à un moment donné, quand vous devez refaire le béton et installer des couches d'asphalte, il n'y a rien à faire. Vous devez à un moment donné passer par là. Ça pose évidemment des problèmes, mais la solution n'est pas seulement à notre échelle, c'est une solution globale. Quand nous vivons la fermeture des tunnels et qu'à côté de ça, de l'aide arrive sur la place Roger, j'ose espérer que cette situation est exceptionnelle, qu'elle ne perdurera pas. Je vais évidemment demander à la police aussi une plus grande présence. Nous l'avions demandé pour les travaux bus quelqu'un. Elle a été présente aux premières heures tout le week-end. Je vais aussi demander une présence au cours des prochaines heures parce que la situation est véritablement difficile. Madame. Je voudrais faire une petite remarque pour Athéram parce que je crois qu'en fait, les gens qui ont décidé ça, au fond, se tirent dans le pied parce que qui est-ce qui est embêté le plus avec ça? Les usagers de domaine qui sont des Flamands. Donc, en fait, on oblige les voyageurs flamands de Delaine pour reprendre une correspondance à marcher, donc à la moitié de la rue du Progrès ou quoi. Donc, à terme, ils embêtent leur propre population. Donc, je crois qu'en faisant ça, ils se tirent une épine dans le pied. Monsieur Moussine, dans la réplique, est-ce qu'on peut donner le micro, s'il vous plaît? Monsieur Frémal, brièvement. Juste sur la question de la gare du Nord, je pense qu'il y a un problème à la gare du Nord, au-delà, même avant le parc Maximilien, pour tous ceux qui ont pris le 61 en dessous, ça ne va pas, quoi. Il y a toujours eu un problème, ce n'est pas une question, je veux dire, c'est dans un espèce de sous-sol. Quelle femme oserait aller prendre le 61 le soir dans la gare du Nord? À part Madame Meulemans. Voilà. Donc, Madame Meulemans, pourquoi vous me faites ça chaque fois? Pourquoi vous me faites ça? Ça va pas. Bon, je me réponds. Monsieur Moussine, reprenez-vous. Reprenez-vous. Ne dites pas. Reprenez-vous, vous parlez de la gare du Nord. Madame Meulemans qui a suivi, qui a une ceinture noire de karaté, tout le monde le sait, et donc personne ne saurait l'aborder. Ces pensées-là sont très voilà. Mais ceci étant dit, donc je pense qu'effectivement, il y a un problème à la gare du Nord qui serait intéressant de le résoudre. Concernant des bus qui ne respectent pas la loi, je pense que les bus, c'est comme n'importe quel automobiliste. On dresse procès-verbal et j'espère que vous ferez le nécessaire. Voilà, je pense que s'ils ramassent une série de PV, ils comprendront qu'ils n'ont pas à se trouver là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pense que le message passera. Mais pour revenir donc au niveau de la place Kettler, rue du Méridien, où les bus, par exemple 66, vous en voyez des fois 3-4 les uns derrière les autres
Et donc, ça pose un vrai problème aussi de transport en commun, au-delà des voitures. Je souhaitais savoir, vous avez dit, il y aura des agents de police. Où seront-ils situés? Parce que je pense que vraiment le nœud aujourd'hui d'une partie de la congestion se trouve au niveau de la place Quetelet, le feu rouge qui permet de tourner à gauche. Et s'il y avait une meilleure fluidité à cet endroit, parce que je pense qu'on a dépassé, que même dans le futur, le problème qui se posait à la place Madou de congestion va se déplacer à cet endroit-là, vu qu'on a fait un espèce d'immense rond-point d'une certaine manière. Non, parce qu'en fait, la région, avec les techniciens, ont prévu que quand on sort du tunnel, où on vient vers l'avenue des Arts et qu'on va tout droit, on longe le tunnel, Oui, tout on à peut fait. faire un tourner à gauche. Donc, vous faites un tourner à gauche directement, et dans la configuration finale, il y aura les travaux boulevard Bischofsheim. Actuellement, la région avance à partir de Saint-Josse, puisque nous avons délivré, on a eu les accords les plus rapidement et on a été très vite. Mais quand des travaux auront lieu Bischofsheim, il y aura 2 bandes voitures et une bande bus. Et à ce moment-là, il y aura un soulagement. Normalement, il devrait y avoir un soulagement. Mais d'ici là, vous avez raison. D'ici là, il faut accompagner cette situation qui est vraiment difficile. J'espère en tout cas qu'il y aura un agent de police au moment des heures de pointe. Testons ça. Si ça fonctionne bien et ça permet une meilleure fluidité, ce sera un plus pour le quartier. Merci. Monsieur Frémal, une réaction? Vous avez dit que par rapport à ce Tentez de... par rapport au carrefour qui était repris par M. Moussine, ils ont fait intervenir à un moment donné des policiers pour permettre de régler la circulation. Mais maintenant, les feux sont installés et ils fonctionnent depuis aujourd'hui. Donc, ici, sur le boulevard, il y a des feux et ça permet de... Oui, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis passé tout à l'heure. Non, les nouveaux feux qui sont installés maintenant. Non, allez voir. C'est tout nouveau feux qui viennent d'être installés. Voilà, l'incident est clos. Je remercie tout le monde et en particulier le public pour leur présence. Nous allons passer à huis clos et je vous demanderai bien de vouloir bien quitter la salle. Merci beaucoup, bonne soirée. Oui.